Alors dans cette vidéo, on va voir la correction de cet exercice sur l'étude d'une fonction trigonométrique qui est assez classique et qui reprend pas mal de petites méthodes. Il n'est pas très compliqué, mais il permet de voir rapidement qui a étudié un petit peu le chapitre et qui ne l'a pas fait. Voilà, allez, c'est parti! Alors, la fonction qu'on étudie, c'est la fonction f qui est définie grâce à cette expression-là. Dans la première question, la question 1a, on me demande d'étudier la parité de petit f sur R. Étudier la parité d'une fonction, c'est dire si elle est paire, ou si elle est impaire, ou si elle n'est ni paire ni impaire. Voilà. Je vous referai une petite vidéo qui sera uniquement sur la parité, parce que si je réexplique tout sur la parité, ça va nous prendre un quart d'heure rien que pour ça. Donc je la mettrai en lien à la fin de cette vidéo, une fois que je l'aurai tournée, pour reparler un petit peu de la parité. Très rapidement, pour montrer qu'une fonction paire, ou qu'une fonction est impaire, ou qu'elle n'est ni paire ni impaire, eh bien en réalité, on va calculer, pour tout x appartenant à R, on va calculer l'image de moins x. Petit rappel, donc je ne reparle pas pourquoi de cela, mais je vous rappelle la technique. On va calculer une expression de f de moins x. Si à la fin de notre calcul, on arrive à f de x, ça voudra dire que l'image de moins x et que l'image de x sont égales. Dans ce cas-là, on dira que la fonction est paire. Si à la fin du calcul, on arrive à moins l'image de x, dans ce cas-là, on dira que moins x et x avaient des images qui étaient opposées et que la fonction, du coup, est impaire. Et si à la fin du calcul, je n'arrive ni à f de x, ni à moins f de x, alors soit c'est que je me suis trompé dans mes calculs, soit c'est que je n'ai pas réussi à mettre la bonne forme, mais ça peut être tout simplement que la fonction n'est ni paire ni impaire. Donc soit j'arrive à f de x, c'est paire, soit j'arrive à moins f de x, c'est impaire, soit j'arrive à ni l'un ni l'autre, et donc il y a de grandes chances pour qu'elle ne soit ni paire ni impaire. Donc ici, on va se lancer pour f. Je vais donc calculer f de moins x pour tout x appartenant à R. Je remplace donc dans l'expression de f tous les x par des moins x. Ça me donne 4 fois le sinus de moins x moins 2 racines de 3 fois moins x. Donc mon but, c'est d'essayer d'arriver à prouver que ça, c'est soit f de x, soit f de moins x. Pardon, soit f de x, soit moins f de x. Donc il va falloir que j'essaie d'identifier un petit peu là-dedans, à nouveau, f de x. Alors, 4 fois sinus de moins x. Sinus de moins x, je sais que ça vaut moins sinus de x. Alors, je vous rappelle pourquoi. Si on regarde sur un cercle trigonométrique, qu'on place un petit angle x, son sinus se lie sur l'axe des ordonnées, ici. Si je parle cette fois-ci du sinus de moins x, donc je place moins x, et je m'aperçois que le sinus de moins x, donc c'est l'ordonnée du point qui se situait ici. Le sinus de x et le sinus de moins x, je m'aperçois qu'en fait, ils ont des valeurs opposées. Donc le sinus de moins x vaut l'opposé du sinus de x. Donc soit vous vous rappelez de cette propriété, soit tout simplement vous savez que la fonction sinus est impaire. Ça veut dire que l'image de moins x, c'est l'opposé de l'image de x. Je termine mon calcul. Donc moins 2 racines de 3 fois moins x, ça me donne donc plus 2 racines de 3 fois x. Il faut que je donne ici une petite raison de pourquoi ça est égal à ça. Alors soit vous expliquez en ressortant la propriété du cours de manière écrite avec les expressions, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, le sinus de moins x vaut toujours l'opposé du sinus de x. Voilà, vous pouvez écrire ça. Ou alors, vous pouvez donner le nom de cette propriété, c'est le fait que le sinus soit une fonction impaire. L'image de moins x vaut moins l'image de x. Donc sinon, vous pouvez écrire tout simplement car sinus est impaire. Vous pouvez préciser sur R, mais ce n'est pas nécessaire. Quand vous dites impaire, ça sous-entend sur le plus grand ensemble sur lequel elle est définie. Du coup, ici, on obtient 4 fois moins sinus de x, donc ça donne moins 4
fois le sinus de x plus 2 racine de 3x. Je vous rappelle que si ma fonction f est paire ou impaire, ça veut dire qu'à la fin de mon calcul, je vais obtenir soit f de x, soit moins f de x. Donc dans tous les cas, il va falloir que j'essaie de reconnaître f de x, et je verrai bien s'il y a un moins devant ou s'il n'y a rien devant. Alors, j'essaie du coup de reconnaître f de x dans cette expression. Alors, je regarde f de x, j'essaie de repérer un petit peu les différences, c'est ça qui va orienter après mon calcul. Je m'aperçois qu'ici, dans f de x, j'ai 4 sinus de x, alors que là, j'ai moins 4 sinus de x, donc on est plutôt parti pour avoir l'opposé de f de x. Mais je regarde ici, et bien là, ici, c'est assez cohérent, c'est-à-dire que j'avais un moins dans f de x et que je me retrouve avec un plus ici. Ce qui veut dire que là, je me retrouve encore avec le signe opposé de celui qu'il me fallait pour avoir f de x. Donc finalement, je vais pouvoir factoriser par moins 1, c'est-à-dire qu'ici, je repère qu'en fait, c'est moins 4 sinus de x. Et là, en fait, ça, le plus, c'est moins 2 racine de 3 de x. Donc je me retrouve avec moins 2 racine de 3 de x dans la parenthèse. Vous vérifiez toujours que dans l'autre sens, on retombe sur nos pieds. Moins 1 fois 4 sinus de x, ça fait moins 4 sinus de x. Et moins 1 fois moins 2 racine de 3x, ça nous donne bien plus 2 racine de 3x. Ce qui me donne donc moins, j'ai reconnu dans la parenthèse, f de x. J'ai donc démontré que f de moins x valait moins f de x pour tout x appartenant à R. Ça suffit à dire que la fonction f est impaire sur R. Donc f est impaire sur R. On passe à la question petit b. La question petit b, c'est quelle interprétation graphique pouvez-vous en déduire? Alors encore une fois ici, mon but n'est pas de refaire tout un cours sur fonction paire, fonction impaire. Donc je vous rappelle simplement les résultats pour les fonctions impaires. Et bien là, vous voyez, je vais tracer la courbe sur 0 plus l'infini. Eh bien, la propriété des fonctions impaires qui s'expriment dans un repère comme celui-là, c'est que si je connais ma courbe de la fonction f sur 0 plus l'infini, eh bien, je peux la déduire sur l'intervalle moins l'infini 0 par une symétrie centrale de centre O. Donc ça, c'est une propriété pour les courbes des fonctions impaires, c'est qu'on peut repérer une symétrie centrale de centre, l'origine du repère. Donc si je fais une symétrie centrale par rapport à O de cette courbe bleue, j'obtiens la courbe rouge. Et donc la fonction f, c'est la fonction qui a cette courbe-là. Donc j'arrive à déduire une courbe sur l'ensemble des réels en ne connaissant la courbe que sur les réels positifs à la base. Donc voilà ce qu'on peut déduire pour le petit b. Je vous l'ai rédigé. Donc f est impair sur R, donc c'est la courbe représentative de f. Elle était définie ici dans mon énoncé au départ. Eh bien, est symétrique par rapport à l'origine du repère. On passe du coup à la question 2. Dans la question 2, on me demande la fonction f est-elle périodique de période 2π? Alors, pour qu'une fonction soit périodique de période 2π, eh bien, il faut que pour n'importe quel x appartenant à R, eh bien, si je calcule f de x plus 2π, c'est-à-dire que si je calcule l'image de mon nombre x décalé de 2π, eh bien, ça doit me donner, pour qu'elle soit périodique de période 2π, il faut qu'à la fin de mon calcul, j'arrive à prouver que ça me donne bien l'image de x. Ça veut dire que x ou x décalé de 2π ont la même image, ce qui veut dire qu'en fait, ma courbe va se répéter. Je vais retrouver les mêmes images tous les 2π. Donc le but, c'est de calculer f de x plus 2π et d'essayer de voir si j'arrive à f de x. Dans ce cas-là, elle sera périodique de période 2π. Et si je n'arrive pas à retrouver f de x et que j'arrive à prouver plutôt que ça ne vaut pas f de x, eh bien ça voudra dire que ma fonction n'est pas périodique de période 2π.
on calcule. Je remplace donc dans l'expression de f x par x plus 2pi. Cela me donne 4 fois sinus de x plus 2pi moins 2 racines de 3 fois x plus 2pi. Alors, je sais que le sinus, lui, est 2pi périodique. C'est-à-dire que quand je prends un angle x ou quand je prends l'angle x plus 2pi, ils vont avoir le même sinus. Je vous rappelle qu'on avait vu ça sur le cercle trigonométrique. Si je prends un angle x, son sinus se lie à l'ordonnée du point qui représente l'angle x. Et donc, si jamais je prends l'angle x plus 2pi, 2pi étant l'angle qui me permet de faire un tour complet, x et x plus 2pi sont représentés par le même point, c'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir ça pour x plus 2pi. Donc, sont représentés par le même point sur le cercle trigonométrique, ils ont donc la même ordonnée. Et donc, les sinus, eh bien, sont égaux. Donc, du coup, j'ai que ça me donne 4 fois sinus de x. En fait, le sinus est lui-même 2pi périodique. Donc, l'image de x plus 2pi est égale à l'image de x. Ici, je me retrouve avec moins 2 racines de 3 x moins 2 racines de 3 fois 2pi, donc moins 4 fois racine de 3 fois pi. Pour préciser le passage de cette ligne à celle-là, je peux préciser car, et je vais parler du sinus. Donc soit j'écris la propriété qui dit que pour tout x appartenant à R, eh bien sinus de x plus 2pi égale sinus de x, soit je donne le nom de cette propriété et je dis car sinus est périodique de période de pi. Voilà, j'ai le choix. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien là, je repère qu'ici, j'ai exactement f de x. Donc ça me donne f de x moins 4 racines de 3 pi. Donc vous voyez, l'image de x plus 2pi, bah, c'est l'image de x à qui on doit retirer 4 racines de 3 pi. Ça veut dire que ça n'est pas simplement f de x, ça veut dire que f de x plus 2pi n'est pas égal à f de x, puisqu'il est égal à f de x moins 4 racines de 3pi. Donc ça veut dire que la fonction f n'est pas 2pi périodique. Donc, or, f de x moins 4 racines de 3pi n'est pas égal à f de x. Donc soit vous marquez ça, soit vous ne le mettez pas. C'est pas bien grave hein, si vous arrivez à là et que vous concluez que bah, du coup la fonction n'est pas 2pi périodique, ça va très bien. Donc, dans ce cas-là, on peut directement conclure. Donc, f n'est pas... Alors, soit vous dites périodique de période de pi, soit vous dites 2pi périodique, c'est la même chose, hein, n'est pas périodique de période de pi. Alors, on pouvait également s'en rendre compte sur la courbe représentative de f. On peut vérifier notre résultat. Alors, en effet, comme vous pouvez le voir sur cette courbe ici, eh bien, une fonction qui serait périodique de période de pi, ce serait une fonction qui se répéterait sur des intervalles d'amplitude de pi. Or, ici, vous voyez que ma fonction ne se répète pas. Hein. Si je prends un intervalle d'amplitude de pi, par exemple moins pi, pi, eh bien, cette séquence-là ne se répète pas sur l'intervalle pi, 3pi. Vous voyez ? Donc ça vous informe sur le fait, ça vous permet de conjecturer que la fonction f n'était pas périodique de période de pi. On passe à la question suivante. Dans la question suivante, on nous dit déterminer la limite de f en plus l'infini et en déduire celle en moins l'infini. On va donc étudier la limite de f en plus l'infini d'abord. Quand je veux calculer la limite d'une fonction en plus l'infini, eh bien je commence par observer l'expression de la fonction et j'essaie de faire ça un petit peu à vue.
Et donc, je vais regarder un petit peu les limites de tout ce qui compose ma fonction. Donc l'opération principale ici, c'est la soustraction, hein. Donc j'aimerais bien calculer la limite de cette expression et calculer la limite de celle-là et faire la soustraction des deux limites. A priori, c'est ce qui se passe dans ma tête. Bon, la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de 2 racine de 3x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc la limite de moins 2 racine de 3x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Le problème, c'est si je regarde ici, pour ce terme ici, la limite de 4 sinus de x quand x tend vers plus l'infini, eh bien, elle n'existe pas, puisque le sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Ça s'explique, hein, la courbe représentative d'un sinus. Donc le sinus étant périodique, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de limite en plus l'infini. Donc vous avez le sinus qui va avoir une courbe comme ça. Ça va se répéter à l'infini. Donc les images ne se rapprochent pas d'un nombre en particulier, hein. Les images ne partent pas vers plus l'infini, les images ne partent pas vers moins l'infini. Donc en fait, il n'y a tout simplement pas de limite. Donc comme il n'y a pas de limite, ce que je vous ai dit que je voulais faire au départ, c'est-à-dire calculer la limite de ça, calculer la limite de ça, et puis soustraire mes deux limites, eh bien je ne peux pas le faire. C'est ce qui fait qu'on va devoir embrayer sur un autre théorème. Donc le théorème qu'on va utiliser, c'est un théorème qu'on utilise quand justement il n'y a pas de limite pour une des fonctions. Donc c'est une des clés qu'on peut avoir, un des outils qu'on peut avoir pour une fonction qui possède un terme pour lequel il n'y a pas de limite. Ce théorème, c'est le théorème des gendarmes ou le théorème de comparaison. Donc il y a deux théorèmes qui peuvent me servir dans ce cas-là. Je ne sais pas encore lequel va me servir. Vous avez un petit peu l'habitude. Alors, quand on a ici un sinus ou un cosinus, eh bien on va commencer par l'encadrer. On va dire que pour tout x appartenant à... Alors là, je calcule une limite en plus l'infini, donc je peux me limiter au réel positif. Eh bien, j'ai que le sinus de x est compris entre moins 1 et 1. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le garde-fou de sinus de x. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que sinus de x n'avait pas de limite, mais par contre, les images restent toujours entre moins 1 et 1. Donc, lorsqu'il est multiplié par 4, le sinus de x, eh bien, il va être compris entre moins 4 et 4. Je peux multiplier tous les membres de mon inégalité par un même nombre. C'est un nombre positif, donc je vais garder les sens. Donc, ça fait moins 1 fois 4, ça fait moins 4. Je conserve le sens parce que j'ai multiplié par 4 qui est un nombre positif. Ici, je vais me retrouver avec 4 sinus de x. Et ici, je vais me retrouver avec 4. Ensuite, je vais retirer 2 racines de 3x dans tous les membres. Donc ça me donne moins 4 moins 2 racines de 3x plus petit que 4 sinus de x moins 2 racine de 3x plus petit que 4 moins 2 racine de 3x. Alors ici, je n'ai pas de question à me poser, hein. Quand j'ajoute ou quand je soustrais un même nombre dans tous les membres d'une inégalité, on conserve l'ordre, pas de problème. Et donc finalement, eh bien ici, j'ai retrouvé f de x. Je me retrouve avec moins 4 moins 2 racines de 3x dans le membre de gauche et avec 4 moins 2 racines de 3x dans le membre de droite. J'ai donc ma fonction f qui est comprise entre deux autres fonctions et le but d'avoir encadré, on pourrait se dire que là on arrive à quelque chose d'assez compliqué. Et oui, mais en fait on a encadré avec deux fonctions qui sont beaucoup plus simples, qui sont même des fonctions affines, c'est-à-dire des polynômes de degré 1. Ne vous laissez pas impressionner par le 2 racines de 3, hein, c'est un nombre réel comme 8, comme 12, voilà. Donc ça c'est de la forme ax plus b. Donc on a encadré f par deux fonctions affines. Et donc le but c'est quoi? C'est de chercher la limite de ces fonctions affines lorsque x tend vers plus l'infini. Ces fonctions affines, on va pouvoir calculer leur limite, alors que f, on ne pouvait pas la calculer comme ça à première vue. Donc finalement, on s'est arrangé pour avoir des fonctions plus simples, dont on peut calculer la limite. Alors, pour celle-là, on essaye. Lorsque x tend vers plus l'infini, moins 2 racines de 3 fois x va tendre vers moins l'infini. Et donc,
si je retire 4 à quelque chose qui tendait vers moins l'infini, eh bien ça tend également vers moins l'infini. Donc ici, on tend vers moins l'infini. Ensuite, alors, je ne peux rien en conclure pour f, parce que f, je sais que c'est au-dessus d'une fonction qui tend vers moins l'infini, mais une fonction qui tend vers moins l'infini, eh bien, si f est au-dessus, elle peut aller vers plus l'infini ou elle peut tendre vers n'importe quel autre nombre réel. Donc ce côté-là, entre guillemets, ne va pas me servir. J'ai entre guillemets, hein, parce que bien sûr, sur ma copie, je ne vais pas le barrer. Par contre, ici, 4 moins 2 racine de 3x, eh bien si x tend vers plus l'infini, moins 2 racine de 3 fois x tend vers moins l'infini. Et donc, j'ai 4 moins quelque chose qui tendait vers plus l'infini, donc ça donnera quelque chose qui tend vers moins l'infini. Et là, en revanche, j'ai donc ma fonction f qui se situe en dessous d'une fonction qui tend vers moins l'infini. Donc, cette fonction tend vers moins l'infini. F se situe en dessous. Donc, f va être obligé d'aller également vers moins l'infini. On va observer ça rapidement sur le graphique pour illustrer. Donc voilà, je vous ai tracé f et je vous ai tracé la fonction affine, la courbe représentative de la fonction affine qui se situait ici. Donc vous voyez, la fonction affine, sa courbe illustre bien le fait que la fonction tende vers moins l'infini quand les x tendent vers plus l'infini. Et donc comme la courbe de la fonction f est coincée en dessous de la courbe rouge, eh bien la courbe rouge emmène la courbe verte vers le bas du graphique, c'est-à-dire que les images vont tendre du coup vers moins l'infini. Voilà, donc ça c'est un théorème de comparaison. On a comparé la fonction f qui est représentée par la courbe verte à la fonction affine qui se situe ici, qui est représentée ici par la courbe rouge. On utilise donc ici un théorème de comparaison. Le théorème des gendarmes, c'est quand on est amené à utiliser les deux membres et que la limite de la fonction f est finie. Là, la limite de la fonction f va être infinie. C'est un théorème de comparaison. Donc, d'après le théorème de comparaison, comme la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 moins 2 racine de 3, x est égal à moins l'infini, virgule, je peux conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, eh bien c'est également moins l'infini. Donc voilà, pour la limite en plus l'infini, ma fonction f tend vers moins l'infini. Alors du coup, on passe à la limite en moins l'infini. Alors ça, on nous avait demandé de la déduire de la limite en plus l'infini. Donc, je reviens au graphique pour illustrer le propos qu'on va utiliser. Eh bien, en plus l'infini, ma fonction f tendait vers moins l'infini. Or, je sais que ma fonction est impaire, donc ça veut dire que j'ai une symétrie centrale de centre l'origine du repère. Donc tout ce qui se passe dans un sens du côté positif va se passer exactement en sens inverse du côté négatif. Donc si la limite en plus l'infini c'était moins l'infini, par parité, je peux dire que la limite en moins l'infini va être plus l'infini. Je vous l'ai rédigé ici. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est moins l'infini. Donc là, je suis en train de parler de ce côté-là. Or, f est impair, donc là je suis en train de dire que ça va se passer en sens inverse de ce côté-là. Eh bien, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Les images partent vers plus l'infini quand les x partent vers moins l'infini. Dans la question 4, on me demande d'étudier les variations de f sur l'intervalle 0π. Faites bien attention, mais le demande sur cet intervalle-là, donc on ne me demande pas là où la fonction f est définie, hein, pas sur R en entier, mais simplement sur 0π. Donc c'est parti. Qui dit étudier les variations d'une fonction, dit calculer la dérivée de la fonction, et dit étudier le signe de la dérivée de la fonction. Donc ça, il faut que dans votre tête, ça vienne tout de suite.
Je vais donc dériver la fonction f, dont une expression est cette fonction. Donc cette fonction est dérivable parce que c'est la somme de deux fonctions ici qui étaient bien dérivables. Je dis soustraction, hein, somme, c'est rajouter un terme qui a un signe moins. Donc ici, le 4 sinus, c'est dérivable sur R parce que c'est une fonction trigonométrique qui était définie sur R, donc pas de problème. Et ici, j'ai un polynôme qui est aussi défini sur R. Et les fonctions polynomiales sont dérivables sur leur ensemble de définitions, donc pas de problème. Donc en fait, f est dérivable sur R en tant que somme de fonctions dérivables sur R. Je peux donc calculer, alors je peux l'écrire, f est dérivable sur R. Si je veux justifier, je dis en tant que somme de fonctions dérivables sur R. Et je peux calculer du coup la dérivée pour tout x appartenant à R, f' de x égale. Pour calculer la dérivée, je repère l'opération principale. L'opération principale ici, c'est la soustraction. Donc je vais calculer la dérivée du premier terme, la dérivée du deuxième, et je vais les soustraire. Pour calculer la dérivée de 4 sinus x, je repère l'opération qu'il y a dans 4 sinus x. Dans 4 sinus x, je me retrouve face à une multiplication. Quand j'ai une multiplication, je fais très attention parce que si j'ai des x dans les deux facteurs, il va falloir que j'utilise u fois v. Par contre, s'il y a un des facteurs où il n'y a pas de x, comme ici, eh bien c'est de la forme k fois une fonction u. Et dans ce cas-là, la dérivée, c'est k fois la fonction u'. Donc en gros, on recopie la constante qu'on avait et on dérive la fonction. La dérivée de sinus x, eh bien c'est cosinus x. Donc ça me donne 4 fois le cosinus de x, moins, qui est le moins qui est là. Et ici, c'est pareil, j'ai une multiplication dans ce terme ici, mais il n'y a pas de x dans les deux facteurs. Ici, 2 racine de 3 est une constante, donc c'est de la forme k fois u. La dérivée, c'est k fois u'. Donc je recopie mon 2 racine de 3 et je dérive ma fonction qui a pour expression x, et la dérivée vaut 1. Donc finalement, la dérivée de f a pour expression 4 cos x moins 2 racine de 3. Moi, ce que je veux pour avoir mes variations sur l'intervalle 0π, alors là, vous voyez, j'ai calculé la dérivée sur R, hein, mais j'aurais pu mettre sur 0π, c'est pas très important. Par contre, 0π, ça va vraiment m'intéresser quand je vais devoir calculer le signe de ma dérivée. Pour trouver le signe de ma dérivée, je regarde l'opération principale. Pas de chance, c'est une soustraction. Pourquoi je dis pas de chance? Parce que si l'opération principale avait été une multiplication, j'aurais pu faire un tableau de signes en mettant le signe pour le premier facteur, ensuite une deuxième ligne avec le signe pour le deuxième facteur et une ligne conclusion. Mais là, comme j'ai une soustraction et que visiblement je ne peux pas beaucoup factoriser tout ça, eh bien, je vais devoir utiliser une inéquation pour trouver le signe. Donc c'est parti, on va essayer de résoudre une inéquation. Donc pour tout x appartenant à R, qu'est-ce que ça veut dire? Que 4 cos de x moins 2 racine de 3 est positif. Eh bien ça, c'est équivalent à dire que 4 cosinus de x est supérieur strictement à 2 racines de 3, ce qui est équivalent à dire que cosinus de x est supérieur à 2 racines de 3 sur 4, ce qui est équivalent à dire que cosinus de x est supérieur à racine de 3 sur 2, puisque je peux voir 4 comme 2 fois 2, et je pourrais simplifier le 2 du numérateur avec un des 2 du dénominateur. Quand j'arrive à cette inéquation, eh bien là, je ressors tout ce que j'ai appris sur les inéquations avec des formules trigonométriques, du cosinus et du sinus. Si vous ne vous souvenez pas comment on fait ce genre d'inéquation et que vous avez besoin de vous réentraîner, vous allez voir, il y a une vidéo spécifique où on ne fait que ça, que des résolutions d'inéquations et d'équations avec du cosinus et du sinus. Alors, je vais chercher à résoudre cette inéquation. Alors, j'ai mis que je voulais la résoudre sur R, mais en fait, je vais chercher à la résoudre sur 0π,
puisqu'on me demande les variations de f que sur 0π. Donc ça, je modifie. Alors, pour résoudre une telle inéquation, eh bien, je vais avoir besoin de mon cercle trigonométrique. Je fais un cercle trigonométrique, alors il n'est pas très beau, c'est pas très grave, hein. On va pouvoir quand même raisonner dessus. Voilà. Hop. Et donc, je vais chercher les x dont le cosinus est au-dessus de racine de 3 sur 2. Alors déjà, un cosinus, je sais que ça se lit sur l'axe des abscisses. Donc, les cosinus qui sont au-dessus de racine de 3 sur 2, eh bien, ils se situent, si je place racine de 3 sur 2 ici, ils se situent ici, les cosinus plus grands que racine de 3 sur 2. Moi, je cherche des x, donc des angles, hein, qui sont entre 0 et π déjà. Donc moi, ce qui me concerne, ce sont des x qui se situent sur cette partie du cercle. Donc je vais te demander, parmi tous les points qui sont sur cette partie du cercle trigonométrique, quels sont ceux dont l'abscisse est au-dessus de racine de 3 sur 2? Eh bien, ce sont tous ces points ici. Tous les points qui se situent ici sur le cercle sont bien dans ma zone rouge, c'est-à-dire dans l'intervalle 0π. Et ils sont bien aussi avec un cosinus au-dessus de racine de 3 sur 2. Alors, ce qui m'intéresserait bien de savoir, c'est ce point-là, quel est l'angle qu'il représente. Eh bien, il représente un angle, ici, qui vaut... Alors, quand on est à racine de 3 sur 2 sur les cosinus, petit rappel de Trigo, hein, ça veut dire qu'on se situe en 1/2 sur le sinus. Et pour avoir un sinus de 1/2, je vous rappelle, c'est quand on essaie de couper notre demi-pizza en 6, c'est-à-dire qu'ici, c'est π sur 6. Donc en fait, pour que le cosinus d'un angle soit au-dessus de racine de 3 sur 2, quand on est entre 0 et π, eh bien, il faut que cet angle soit en fait entre 0 et π sur 6, dans la zone noire. Donc ici, c'est équivalent à dire que x appartient à 0 π sur 6. Alors là, comme j'ai mis un strict, π sur 6, je ne vais pas l'accepter, je vais le refuser. Mais si j'avais mis supérieur ou égal, ici, j'aurais fermé mon crochet. Alors, je vais faire directement mon tableau de variation, puisqu'on me demandait les variations. Alors, je vais remplir le signe de f'. Donc, f', c'était cette soustraction. On a trouvé que cette soustraction allait être strictement positive. Donc, je vais mettre un signe plus dans mon tableau quand les x sont entre 0 et π sur 6. Donc, je vais placer π sur 6 dans mon tableau. Et donc, quand x est entre 0 et π sur 6, donc quand x est sur cet intervalle, eh bien, le résultat du calcul de f' sera positif. Donc, ça va être ça. En π sur 6, ça va me donner pile 0, puisqu'en fait, si on remplace ici par égal, on va arriver à x égale π sur 6. Et enfin, ça veut dire qu'entre π sur 6 et π, eh bien, c'était négatif. Ma fonction f a donc comme variation qu'elle est croissante, strictement croissante sur 0, π sur 6, et strictement décroissante sur π sur 6, π. Pour que mon tableau soit complet, il faut absolument que je complète les images qui se situent ici. Je vais donc faire des calculs d'images. Les calculs d'images, vous les faites bien sûr avec l'expression de f, puisqu'on est dans la ligne de f. Donc ici, on va avoir l'image de 0, f de 0. Ici, l'image de π sur 6, et ici, l'image de π. J'ai plus besoin de tout ça, j'efface. Je garde mon tableau. Alors, on va calculer dans un premier temps l'image de 0. f de 0, ça nous donne, je remplace x par 0, ça donne 4 fois sinus de 0 moins 2 racines de 3 fois 0. Sinus de 0, ça vaut 0. Toujours pareil, hein, petit cercle trigo, je place mon angle. L'angle qui vaut 0 radian, sa représentation sur le cercle, c'est ce point-là. Son ordonnée, c'est 0. Donc le sinus de 0, c'est 0. Donc ça fait 4 fois 0 moins 2 racines de 3 fois 0 qui donne 0. Donc tout ça, ça me donne 0. Ensuite, si je veux l'image de π sur 6, vous voyez tout ça, les calculs d'image, là, c'est tout bête, mais ça permet de voir si vous savez réutiliser votre cercle trigo pour trouver des valeurs d'un sinus ou d'un cosinus.
l'image de pi sur 6. C'est égal à 4 fois le sinus de pi sur 6 moins 2 racines de 3 fois pi sur 6. On calcule le sinus de pi sur 6. Donc, vous voyez à nouveau un petit exercice. Le sinus de pi sur 6, donc c'est forcément 1/2 pour couper en pi sur 6. Hein, on l'a revu tout à l'heure. Pour avoir ici un angle de pi sur 6, je dois avoir en sinus 1/2. Donc, ça me fait 4 fois 1/2 moins. Alors ici, j'ai 2 racines de 3 et là, j'ai pi sur 6. Donc, ça fait 2 racines de 3 pi. Et si je veux simplifier un petit peu, 6, je vais l'écrire 2 fois 3. Comme ça, je vais pouvoir simplifier par 2. Parce que j'ai que des multiplications en haut, que des multiplications en bas, donc je peux simplifier. Ça me donne donc 4 fois 1/2, ça vaut 2, moins racine de 3 pi sur 3. Donc ici, en fait, j'ai 2 moins racine de 3 pi sur 3. Il me reste à calculer l'image de pi. Donc f de pi, j'efface mon calcul. F de pi est égal à, je remplace les x par pi, donc 4 sinus de pi, moins 2 racines de 3 fois pi. Le sinus de pi, que vaut-il? Toujours pareil, je refais un petit cercle trigo, je place mon point qui représente mon angle pi, il est ici. Le sinus, c'est donc l'ordonnée de ce point qui vaut 0. Donc sinus de pi vaut 0. Ça me donne 4 fois 0, moins 2 racines de 3 fois pi. Ce qui me donne du coup moins 2 racines de 3 pi. Donc moins 2 racines de 3 pi. Voilà qui vient conclure cette question 4. J'ai réussi à dresser le tableau de variation de la fonction f. Allez, c'est la dernière question. On me demande d'en déduire les variations de f sur moins pi, pi. Alors on pourrait dire, on m'a déjà demandé. Mais oui, mais non, parce qu'en fait, on nous avait demandé le tableau de variation sur 0 pi. Donc ce qui change dans cette question, c'est l'intervalle. C'est que désormais, on veut de moins pi jusqu'à pi. Alors on va quand même réutiliser ce qu'on a fait avant, puisque ce qu'on a fait avant, c'est le tableau de variation sur 0 pi. Il faut rajouter l'intervalle avant qui va de moins pi à 0. Donc pour bien s'imaginer, je vous remonte le graphique. Donc j'ai zoomé sur GeoGebra. Vous vous souvenez la courbe qui descendait comme ça. Et donc j'ai zoomé sur l'intervalle moins pi, pi. On retrouve bien ce qu'on avait ici. C'est-à-dire qu'entre 0 et pi, elle est d'abord croissante, puis décroissante. C'est exactement ce qu'on a trouvé là. Croissant, puis décroissant. Donc sur 0, pi sur 6, on est croissant. Donc pi sur 6, ça va se situer par là, en abscisse. Et donc, je vais pouvoir en déduire le tableau de variation sur moins pi, pi, toujours pour une histoire de symétrie pour ma courbe, c'est-à-dire de parité pour ma fonction. C'est-à-dire, comme je sais qu'elle a été croissante puis décroissante, eh bien par parité, par symétrie, ici centrale, eh bien je vais avoir qu'elle était décroissante puis croissante. Et comme elle était croissante ici de 0 à pi sur 6, là en fait elle est décroissante de moins pi sur 6 à 0. Voilà comment je vais compléter. Et donc je vais nommer l'argument que je vais utiliser, c'est-à-dire la parité de f, le fait qu'elle soit impaire. Donc sur 0 pi, je vais recopier ce que j'avais fait ici, donc sur cet intervalle, et je vais en déduire ce qui se passe sur cet intervalle. Donc sur cet intervalle 0 pi, j'avais comme valeur importante pi sur 6. Voilà. Donc j'enlève cette ligne qui ne me sert à rien. Je veux vraiment que le tableau de variation. Donc je vais avoir juste cette ligne-là. Donc en 0, j'étais en 0. Donc en 0, on était en 0. Alors je vais le mettre légèrement par là, vous allez voir pourquoi. Et ici, ensuite on montait, les images augmentaient jusqu'à 2 moins racine de 3 pi sur 3. Puis diminuaient jusqu'à moins 2 racine de 3 pi.
y arriver. Hop. Donc ça, c'était mon tableau de variation. Alors pourquoi j'ai laissé volontairement ici le 0 un petit peu plus haut? Parce qu'en fait, par symétrie centrale, si ici ma fonction sur 0 pi sur 6 était croissante, ça veut dire que sur moins pi sur 6, 0, elle est également croissante. Voilà pourquoi ici, j'ai placé mon 0 au milieu, c'est parce que je savais que je partais encore en dessous. Donc ce qui serait même encore plus correct, c'est de faire une seule flèche, quitte à mettre 0 sur la flèche, comme ça pose pas de problème. Voilà. Et donc, ça veut dire que si ici, sur l'image de pi sur 6, c'était ce nombre, bien en moins pi sur 6, l'image, c'est l'opposé de son nombre, puisqu'un nombre et son opposé, pour les fonctions impaires, ont des images opposées. Donc, 2 devient moins 2, et moins racine de 3 pi sur 3 devient plus racine de 3 pi sur 3. Et ensuite, ici, elle était décroissante, donc elle est également décroissante sur cet intervalle moins pi sur 6. Et si l'image de pi, c'était moins 2 racine de 3 pi, l'image de moins pi, c'est l'opposé de ce nombre, c'est donc 2 racine de 3 pi. Voilà qui vient conclure cet exercice. Donc, je vous rappelle que je vais faire une petite vidéo sur la parité d'une fonction pour bien revoir dans les détails ce que c'est qu'une fonction paire, ce que c'est qu'une fonction impaire et quelles sont les interprétations sur un graphique. Voilà, à bientôt!